Je crois qu'il est dans l'intérêt d'Israël de saisir cette opportunité historique présentée par les autorités libanaises d'un dialogue de haut niveau. Première question sur une réaction à l'actualité immédiate. L'armée israélienne, en tout cas le ministre de la Défense israélien, a annoncé que l'armée avait l'intention de s'emparer d'une zone qui est en territoire libanais, à 30 km au nord du Litanie. Quelle est votre réaction à cette annonce de ce matin ? Nous exhortons les autorités israéliennes à s'abstenir de telles opérations terrestres qui auraient des conséquences humanitaires majeures et qui aggraveraient la situation déjà dramatique du pays. Et je veux aussi condamner avec la plus grande fermeté les propos du ministre Smotrich, qui a évoqué la rivière Litanie comme la nouvelle frontière au nord d'Israël, ce qui est évidemment une atteinte majeure à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Liban qui ne saurait être acceptée. Avez-vous eu l'occasion d'envoyer un message dès ce matin, suite à cette annonce ou pas encore ? J'ai des échanges réguliers avec mon homologue israélien avec lequel je me suis entretenu longuement vendredi dernier à Jérusalem. Et c'est en cet esprit que je me suis adressé à lui. On va donc continuer sur Israël. Votre visite était la première depuis très longtemps. Est-ce que la page est tournée de la crise avec Israël depuis la reconnaissance par la France d'un État de Palestine ? Les Français, en tout cas, et le président et vous-même n'étiez pas les bienvenus. Est-ce que vous avez eu l'occasion de revenir discuter de cette crise entre les deux pays, et est-ce que votre visite augure une prochaine visite du président Macron ? Vous savez, ça fait des années que la France et Israël dialoguent, et en particulier sur les questions de sécurité liées aux menaces soulevées par la politique du régime iranien. Par ailleurs, lors des crises précédentes, nous avons eu à dialoguer, négocier avec les autorités israéliennes, s'agissant plus précisément du Liban. C'était donc tout à naturel pour moi, après m'être rendu à Beyrouth, que d'aller à Jérusalem. Et quant à la relation entre la France et Israël, elle date de 1949, lorsque par une note verbale, et je dirais qu'elle est plus ancienne encore, mais sur le plan administratif et diplomatique, elle date de 1949, lorsque par une note verbale, Robert Schuman reconnaissait l'État d'Israël. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut dire qu'une visite du président Macron en Israël est envisagée ? Je ne peux pas vous le confirmer à ce stade. Mais est-ce que vous en avez discuté concrètement ? Nous avons discuté du Liban, nous avons discuté de l'Iran et des options retenues par le gouvernement israélien. Plus spécifiquement sur le Liban, est-ce que vous avez porté le message du président Aoun qui souhaite avoir des discussions directes avec Israël ? Est-ce que votre homologue vous a donné des signaux de potentielle ouverture Est-ce qu'il est ouvert à cette possibilité ? Et est-ce que vous avez évoqué ce qui avait été dit publiquement par le président Emmanuel Macron, à savoir que la France est prête à accueillir des discussions sur le Liban à Paris si les deux parties le souhaitent ? Est-ce qu'il y a eu un écho favorable ou est-ce que vous n'avez pas évoqué ces deux points précisément ? D'abord, je veux saluer les décisions et les actes des autorités libanaises. Le président de la République qui a proposé un dialogue de haut niveau entre autorités libanaises et israéliennes, ce qui ne s'est jamais produit jusqu'à présent, pour traiter du cessez-le-feu, de la question du désarmement du Hezbollah, mais aussi de la fin de l'état de guerre entre ces deux pays dont on espère qu'ils pourront coexister à terme de manière pacifique. Je veux saluer les actes les déclarations et les actes du gouvernement libanais qui a déclaré la branche militaire du Hezbollah comme illégale et qui vient ce matin de prendre une décision courageuse en décidant de renvoyer
l'ambassadeur d'Iran, puisque en décidant de se joindre à la guerre, le Hezbollah, pour soutenir l'Iran, a entraîné le pays qui était en train de se remettre lentement mais sûrement des crises précédentes dans une guerre qu'il n'avait pas choisie. Il y a donc là une opportunité historique pour que, entre le Liban et Israël, des coopérations nouvelles puissent être établies. Et j'ai donc invité les autorités libanaises comme les autorités israéliennes, par l'intermédiaire de mon homologue, à saisir cette opportunité. Et s'agissant des autorités israéliennes, à s'abstenir d'opérations terrestres, de frappes sur les infrastructures, sur les zones densément peuplées, sur le centre de Beyrouth, qui risqueraient d'abord d'avoir des conséquences humaines et humanitaires dramatiques, mais qui pourraient également peut-être repousser cette perspective que nous appelons de nos vœux, un dialogue de haut niveau entre ces deux pays. Là, avec la décision qui a été annoncée ce matin, il semblerait que le message ne passe pas côté israélien. Comme vous dites, vous relevez les efforts du côté libanais avec effectivement cette demande cette expulsion de l'ambassadeur iranien. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que les conditions sont réunies pour de telles discussions? Je crois qu'il est dans l'intérêt d'Israël de saisir cette opportunité historique présentée par les autorités libanaises d'un dialogue de haut niveau. Que cette opportunité doit être saisie le plus rapidement possible et que les gestes récents de la part du gouvernement libanais montrent qu'il traduit ses paroles en actes et qu'il entend mener à bien ce qu'il a engagé depuis bientôt 9 mois, c'est-à-dire le désarmement du Hezbollah. Et au fond, l'objectif pour le gouvernement israélien et le gouvernement libanais se rejoint, c'est de restaurer l'autorité de l'État libanais qui puisse disposer du monopole des armes pour assurer la sécurité sur l'ensemble de son territoire et pouvoir vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Mais pour l'instant, Israël ne semble pas aller sur ce chemin-là. Et quant au Hezbollah, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur d'estimation en termes de désarmement quand on voit le nombre de missiles qui ont été lancés à l'encontre d'Israël? Est-ce qu'il y a eu une erreur d'estimation? Est-ce que, je me souviens lors du déplacement, vous disiez que Hezbollah ne représentait plus de menace, en tout cas pour le nord d'Israël. Est-ce qu'il y a eu quelque part des informations qui ont manqué? Et question complémentaire avec la Syrie, est-ce que la Syrie peut aider dans ce processus de désarmement du Hezbollah? D'abord, sur le processus de désarmement, il faut bien comprendre que l'adoption au mois d'août par le gouvernement libanais d'un plan de désarmement du Hezbollah est une décision historique à l'échelle des 4 ou 5 décennies passées, pendant lesquelles le Hezbollah a disposé d'une emprise considérable sur le pays et sur sa vie politique. Ensuite, sur le processus lui-même, ce n'est pas moi qui dis qu'il a produit des effets, c'est l'armée américaine et c'est même les autorités israéliennes qui l'ont reconnu une fois pendant les 9 mois que ce processus de désarmement s'est engagé. Et les chiffres produits par l'armée américaine sont éloquents. Beaucoup a été fait. Est-ce que c'était suffisant pour considérer que le désarmement était abouti? Évidemment que non, puisque ce n'était que la première phase d'un plan qui en comptait 5. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire pour restaurer l'autorité de l'État et le monopole des armes entre les mains de l'État. Et c'est notre objectif que d'accompagner les autorités libanaises, de renforcer l'armée libanaise. Vous vous souvenez que le 5 mars, quelques jours après le début de la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran, nous devions accueillir à Paris une conférence internationale pour le renforcement des forces armées libanaises. Et c'est donc dans ce même esprit que le travail va se poursuivre, mais je l'espère, avec un dialogue de haut niveau qui n'était pas évoqué il y a encore quelques semaines ou quelques mois entre Israël et le Liban. Je reviens quand même sur la même question. Ouais. Comment on arrive à persuader Israël de venir à la table des discussions et non pas faire ce qu'ils sont en train de faire et ce qui a été annoncé ce matin,
c'est-à-dire avoir des incursions encore plus importantes sur le territoire libanais. Rappelez, c'est quoi le chemin pour les amener à des discussions directes? Rappelez d'abord que c'est l'intérêt d'Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins et que la première étape, c'est un dialogue politique de haut niveau avec le gouvernement libanais. Rappelez ensuite le caractère historique des déclarations et des décisions du gouvernement libanais, alors que le pays est dans une situation très fragile. On peut parler d'expulsion d'un certain nombre de représentants des gardiens de la Révolution au Liban. On peut parler de la décision qui a été prise ce matin s'agissant de l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth. Ça n'est pas rien, ce sont des décisions majeures. Et puis enfin, rappelez que si l'escalade devait se poursuivre au Liban, alors il va de soi qu'il deviendrait sans doute plus difficile à des discussions comme celles que nous appelons de nos voeux de se tenir par la force des choses. Il y a donc un moment à saisir, il est historique, et ce moment, c'est maintenant. Vous n'avez pas répondu sur la Syrie. Sur la Syrie, je veux d'abord souligner là encore une rencontre historique entre les deux présidents, libanais et syriens, sous l'égide du président de la République, du président français. Je sais pas, là encore, je ne sais pas jusqu'où il faut remonter dans le temps pour avoir l'exemple précédent d'un tel dialogue à ce niveau. C'est un des enjeux sur lesquels nous travaillons depuis longtemps pour que notamment puisse se régler la question de la délimitation de la frontière entre le Liban et la Syrie. Et nous avons proposé notre soutien, notre médiation, mais aussi nos fonds d'archives pour que les deux parties puissent s'appuyer sur ces documents de manière à trouver un accord. Et les autorités libanaises ont marqué une vraie disposition à résoudre ce problème qui date de plusieurs décennies. Nous invitons les autorités syriennes qui s'y sont montrées ouvertes à engager d'ores et déjà le travail. C'est avec et malgré l'embrasement régional, avec les deux gouvernements et leur volonté d'aller à un règlement négocié en bonne et due forme de ce problème, nous avons bon espoir de finir par y parvenir. Et sur le désarmement du Hezbollah, est-ce que les Syriens peuvent jouer un rôle? Est-ce que cette idée qui avait circulé d'envoi de troupes syriennes au Liban pour aider au désarmement, est-ce que c'est quelque chose de crédible selon vous? Est-ce que ça peut effectivement être une piste ou pas? C'est un problème libanais avant toute chose. Et vous savez, les premières victimes des décisions qui ont été prises par le Hezbollah le 8 octobre 2023, comme plus récemment en attaquant Israël, eh bien, ce sont les populations du sud du Liban, et notamment les populations chiites, qui, une nouvelle fois, je les ai rencontrées, se retrouvent déplacées de chez elles à la suite des représailles israéliennes et s'entassent dans parfois les mêmes abris dans lesquels elles avaient trouvé refuge à l'automne 2024. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce moment si difficile pour le Liban, nous tenons à côté de ce peuple frère, avec le doublement que j'ai annoncé la semaine dernière de notre aide humanitaire. Je suis allé d'ailleurs dans un de ces abris, rencontrer les personnes déplacées pour mesurer l'importance du rôle des organisations non gouvernementales, mais aussi des agences des Nations Unies pour apporter un peu de réconfort, et puis tout simplement les biens de première nécessité, l'alimentation et les médicaments. Pour revenir sur l'Iran, il y a donc il y a des informations très contradictoires qui circulent actuellement. Donald Trump a annoncé qu'il repoussait son ultimatum dans l'idée de pouvoir discuter. Il a même annoncé des négociations, mais on ne sait toujours pas avec qui. Il a juste dit que ce n'était pas Mojtaba Khamenei, mais on ne sait pas avec qui il discute.
Les Iraniens ont semblé contredire cette information. Que pouvez-vous nous dire d'éventuelles discussions, et notamment à la suite d'un article du Wall Street Journal qui est paru la nuit dernière sur la possibilité qu'il y ait en backstage, ou en tout cas behind the scene, des discussions avec Oman, le Qatar, la France et le Royaume-Uni pour pousser la médiation pakistanaise. Est-ce que vous pouvez nous dire des éléments là-dessus, sachant que le Premier ministre pakistanais a confirmé hier avoir discuté avec les Iraniens, le président iranien Pezeshkian, et il a également dit qu'il avait donc offert la possibilité de discuter et d'être médiateur. Est-ce que la France soutient le Pakistan en tant que médiateur entre les deux parties? Si des discussions se nouent qui permettent de mettre fin à une escalade dangereuse qui semble incontrôlable, avec des conséquences majeures pour les intérêts de la France, mais aussi pour la sécurité dans la région, pour l'économie mondiale, alors c'est une bonne chose. Il faudra d'une manière ou d'une autre, et nous en savons quelque chose, nous qui avons depuis 10 ans, et plus de 10 ans maintenant, négocié avec le régime iranien, il faudra que ce régime consente à des concessions majeures, à un changement radical de posture qui permettent l'émergence d'une solution politique conduisant à ce que l'Iran puisse vivre de manière pacifique avec ses voisins, cesser de représenter une menace pour Israël, pour la région, y compris pour l'Europe, avec ses activités proliférantes. Une solution politique qui permette au peuple iranien, qui a tant souffert des répressions sanglantes qui se sont abattues sur ces révoltes pacifiques, de construire librement son avenir. Mais pouvez-vous confirmer que la France est impliquée de manière indirecte au potentiel pourparlers ou pas? Est-ce que vous avez eu des Le président de la République, par exemple, le président de la République a échangé avec ses homologues américains, israéliens, iraniens, ses homologues de la région. Je l'ai fait à mon niveau. Et donc pour répondre très directement à votre question, nous participons directement et indirectement à ce que les messages et les bons messages soient passés. Mais vous avez eu un appel, ou en tout cas un échange avec votre homologue pakistanais, par exemple? Pas à ce stade. Pas à ce stade. Toujours sur l'Iran, on peut peut-être parler de Cécile Keller et Jacques Paris, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans un tunnel sans fin? Il y a eu cette condamnation de cette Iranienne, dont on pensait que ça allait donner la possibilité de la libération des deux ressortissants français. Elle a fait appel. Est-ce qu'on est dans une espèce d'impasse où ça va durer 3 ans? Parce qu'un appel actuellement en France, ça peut durer longtemps avant que l'audience puisse reprendre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur situation? Est-ce qu'ils vont être libérés prochainement, ou est-ce qu'il va falloir attendre la fin de la procédure en France concernant la ressortissante iranienne, dont on avait dit que ce serait un échange entre elle et nos 2 ressortissants? Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont toujours en sécurité dans l'enceinte de l'ambassade de France à Téhéran, où notre équipe, avec beaucoup de courage et de dévouement au regard des circonstances, veille sur leur sécurité. Et quant à leur libération définitive et leur retour en France, rien ne s'y oppose, ou en tout cas, non, rien ne s'y oppose, c'est pas exactement... ça peut être mal compris, mais nous exigeons qu'il soit immédiat. Il n'y a plus aucune raison pour que les autorités iraniennes s'opposent à cette libération définitive et ce retour en France. Et c'est dans ce sens que nous poursuivons inlassablement nos échanges avec elles. Est-ce que vous avez discuté de cela très récemment avec votre homologue iranien? Bien sûr, C'était quoi? et à plusieurs reprises. C'était quoi la dernière fois?
C'était dans le courant de la semaine dernière. D'accord. On peut peut-être passer au G7, parce que donc, on va avoir au G7 jeudi et vendredi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les ambitions de cette ministérielle, les attentes? Et vous avez des homologues ukrainiens qui est invité. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'annonces sur l'Ukraine, notamment concernant Tchernobyl? Et avec une petite modification, puisque Marine Le Pen est allée apporter son soutien à Viktor Orban, dans un moment où la France et d'autres pays européens continuent à dire qu'on doit soutenir l'Ukraine. Qu'est-ce que cette visite et ce soutien affiché public vous inspire? Sur le G7, nous accueillerons les ministres des Affaires étrangères à peu près 50 ans après la première édition qui s'était tenue à Rambouillet, et à peu près au même endroit, puisque cette réunion se tiendra au Vaux-de-Cernay, à quelques kilomètres du château de Rambouillet, où les chefs d'État et de gouvernement de ce groupe des démocraties industrialisées s'étaient réunis la première fois. Ce que nous avons souhaité pour cette présidence française du G7, à la fois dans ses réunions ministérielles, mais dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Évian, c'est d'abord de traiter des grands déséquilibres mondiaux qui expliquent à bien des égards le niveau de tension et de rivalité auquel nous assistons, avec des conséquences très concrètes pour nos concitoyens. C'est dans cet esprit d'ailleurs que j'accueillerai cette fin de semaine avec les ministres des pays du G7, les ministres des grands pays émergents, et notamment des pays membres des BRICS, comme l'Inde ou comme le Brésil, avec lesquels nous avons l'intention de créer des ponts, plutôt que de nous laisser entraîner dans une logique de confrontation de bloc à bloc. Puisque nous voulons aussi, c'est que cette présidence française du G7, que ce G7 français soit un G7 des résultats tangibles pour la France et pour ses partenaires. Et parmi ces résultats tangibles, il y a effectivement la restauration de l'arche du sarcophage de Tchernobyl, 40 ans après la... C'est 40 ans ? Tchernobyl. 40 ans après la catastrophe qui a marqué l'Europe et le monde, puisque vous vous souvenez que l'année dernière, un drone russe est allé perforer l'arche de confinement qui, il y a une dizaine d'années, a été construit par un consortium d'entreprises, dont des entreprises françaises. Un seul drone et des conséquences majeures en matière de risques radiologiques et des conséquences financières exorbitantes. Nous aurons, à l'occasion de cette réunion, pour la première fois un bilan chiffré des dommages qui vont s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros, et nous allons mobiliser la communauté internationale pour restaurer la sécurité et la sûreté nucléaire sur le site. Et donc sur l'Ukraine, quel message vous allez apporter, en tout cas, qu'est-ce que vous allez dire à Marco Rubio, dont on sait que les États-Unis ont été un peu mouvants dans leur soutien à l'Ukraine? Est-ce que les Ukrainiens expriment une crainte que le conflit au Moyen-Orient détourne les yeux de l'Ukraine? Quel message vous allez passer auprès de Marco Rubio? Et si vous pouvez faire le commentaire sur bien sûr. D'abord sur Marine Le Pen, elle s'est rendue à une réunion avec les alliés du Rassemblement national en Europe, qui sont essentiellement des partis nationalistes, anti-européens, anti-OTAN, qui sont fondamentalement opposés à tous les liens de solidarité dont l'Europe s'est dotée après la Deuxième Guerre mondiale pour ouvrir une ère de paix et de prospérité sur le continent. Et je l'ai surtout entendu dire, mais ça lui appartient, indépendamment des participants à cette réunion, qu'elle souhaitait que cesse le soutien de la France et de l'Europe à l'Ukraine. C'est donc pas tout à fait une surprise, puisqu'on le sait, l'inclinaison naturelle du Rassemblement national n'est pas le soutien à la résistance ukrainienne, mais une forme de complaisance vis-à-vis de cette guerre d'agression injustifiée,
injustifiable qui, au fond, est une guerre coloniale que Vladimir Poutine mène contre l'Ukraine. Et je crois que la question qui est posée, quand on s'interroge sur la pertinence d'un soutien à l'Ukraine, c'est celle non seulement de la sécurité et de la paix sur le continent européen, puisque personne n'estime aujourd'hui que Vladimir Poutine s'arrêterait au Donbass si toutefois la résistance héroïque du peuple ukrainien cédait à ces coups de boutoir. Mais c'est aussi et tout simplement la question de l'Europe et de la démocratie. Parce qu'au fond, cette guerre d'agression russe en Ukraine, elle vise à éteindre une aspiration profonde du peuple ukrainien qui se manifestait sur le Maïdan il y a 12 ans maintenant, par une jeunesse qui brandissait le drapeau européen, qui chantait l'ode à la joie, parce qu'elle voyait dans la démocratie, et donc dans l'Europe, un meilleur avenir pour elle-même et pour ses enfants. Donc c'est cette question-là qui est posée. Est-ce qu'on soutient les résistants de la démocratie, que sont les combattants ukrainiens sur le front aujourd'hui, ou est-ce qu'on cède au fantasme impérialiste de Vladimir Poutine? Ensuite, sur l'impact du conflit au Proche et Moyen-Orient sur l'Ukraine, rien ne nous détourne du soutien que nous allons continuer d'apporter à la résistance ukrainienne. Et j'en veux pour preuve qu'il y a quelques jours à peine, nous avons renouvelé les 2600 sanctions individuelles que l'Europe a prises depuis le début de cette guerre, que nous en avons ajouté d'autres, des sanctions qui visent tout particulièrement les responsables de la propagande et des campagnes de désinformation qui sont menées par la Russie à l'encontre des soutiens à l'Ukraine, en particulier en Europe ou encore en Afrique. Donc la pression sur la Russie va continuer à s'accroître. Et quant au soutien à l'Ukraine, j'aurais dû ajouter à la pression sur la Russie, bien sûr, les opérations d'arraisonnement des navires de la flotte fantôme que nous avons réalisées ou auxquelles nous avons participé en mobilisant nos moyens militaires et qui exercent une pression très forte sur la capacité de la Russie à contourner les sanctions que nous avons placées sur ces hydrocarbures. Et puis sur le soutien à l'Ukraine, le prêt de 90 milliards d'euros que Marine Le Pen souhaiterait que nous ne fassions pas, eh bien nous allons le faire. Il y a encore un verrou qui sera levé, j'en ai la conviction, pas une question de savoir s'il le sera, mais quand il le sera. Et nous permettrons ainsi à l'Ukraine d'être à l'abri de toute difficulté financière pendant les 2 années à venir, et donc, nous le souhaitons, d'entrer dans des négociations de paix dans la meilleure des positions possibles. Monsieur Rubio, une maquette que vous pourriez porter à Europol pour être sûr que les Américains continuent de soutenir l'Ukraine au cours de ce geste? Mais vous savez, le soutien à l'Ukraine, il est aujourd'hui essentiellement, quasi exclusivement européen. Soutien financier, soutien militaire, soutien en matière de renseignement. Et donc tout le soutien additionnel que les États-Unis peuvent apporter est le bienvenu. Je souhaite surtout que les efforts menés par les États-Unis pour rapprocher l'Ukraine et la Russie d'un règlement de la guerre d'agression puissent se poursuivre sans céder, sans que personne ne cède aux prétentions maximalistes de la Russie, qui auraient des conséquences majeures pour la sécurité du monde, puisqu'elle créerait un précédent, si on leur donnait raison, qui en quelque sorte, laisserait libre cours à tant de tentations hégémoniques et à tant de violations de l'intégrité territoriale des pays du monde. Des questions? Parlons de la situation française, si vous le voulez bien, mais préalablement, le ministre des Affaires étrangères que vous êtes estime-t-il que l'opinion publique française est suffisamment consciente de la préscience, de l'importance, de la dangerosité des sujets, comme vous l'évoquez, à un moment de l'élection présidentielle? Les Français savent parfaitement que les affaires étrangères sont leurs affaires. Et ils voient bien que ce qui se passe au-delà de nos frontières a des conséquences très concrètes pour nos vies quotidiennes, pour notre pouvoir d'achat, pour nos emplois, mais aussi pour notre vie sociale et culturelle. Et donc ils sont tout à fait conscients de cela. Je pense que
le moment est venu que l'Europe se réveille à une idée très simple et très forte. Nous entrons dans un monde dont le principal défi est la rivalité croissante entre deux superpuissances, la Chine et les États-Unis. Et comme dans nombreux épisodes précédents de l'histoire humaine, cette rivalité entre deux superpuissances va, si nous ne faisons rien, avoir tendance à nous entraîner dans toujours plus de dépendance, de conflictualité et de tension. La seule chose aujourd'hui qui peut empêcher cette rivalité de continuer à s'aggraver, c'est que l'Europe fasse en quelque sorte tampon, qu'elle ouvre une troisième voie dans laquelle beaucoup d'autres pays du monde s'engouffreront, qui ne veulent être ni les vassaux des États-Unis, ni les vassaux de la Chine. Et je crois que ce sera sans doute pour nous, qui aurons à nous prononcer en 2027, mais dans d'autres pays européens, la question majeure. Est-ce que nous laissons ces deux puissances très fortes finir par abîmer les liens de solidarité que nous avons créés entre nous sur le continent européen pour nous entraîner dans cette rivalité qui est la leur, qui n'est pas la nôtre, ou est-ce que nous prenons les mesures pour nous renforcer sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan moral et culturel aussi, pour savoir dire non quand il faut dire non, et ce n'est pas uniquement la France qui doit le dire, ce sont les autres pays européens aussi. Et alors, nous avons un espoir de pouvoir changer le cours des choses. Et je crois que c'est une question très importante qu'il faudra que collectivement nous puissions nous poser l'année prochaine. Sur un plan plus strictement hexagonal, quels enseignements politiques tirez-vous des récentes élections municipales ? Je ne fais pas partie de ceux qui tirent des enseignements nationaux des scrutins locaux. Et d'ailleurs, ce sont ceux qui ont voulu nationaliser ces élections municipales qui, à mon avis, en sont pour leurs frais. Et plus généralement, vous savez, il y a 90% des maires, c'est-à-dire des dizaines de milliers de maires et de conseillers municipaux, qui sont les artisans d'une démocratie locale, d'une démocratie municipale, qui se tiennent au fond à l'écart de la politique politicienne. Et c'est, je crois, à eux qu'il faut rendre hommage pour leur engagement et rendre la considération qu'ils méritent. Le principal enseignement, c'est que vous avez plusieurs centaines de milliers de Françaises et de Français qui s'engagent pour l'immense majorité bénévolement au service de leur commune. Et dans ce moment où nous devons nous renforcer, nous, en France, pour que l'Europe se renforce et pour qu'elle joue ce rôle que je viens d'évoquer et nous préserve des rivalités et des conflits entre superpuissances, eh bien ça commence par là, par l'engagement individuel au service de l'autre, au service de la cité. Et moi, c'est ça que je retire principalement des élections municipales. Et bien sûr, préoccupation, qui est le niveau de l'abstention, qui doit continuer à nous alerter sur les conditions de cet engagement citoyen et de cette mobilisation citoyenne. Êtes-vous préoccupé également par les alliances qui ont été passées dans certaines villes entre le Parti socialiste, la gauche, et la France insoumise, voire à droite, avec le Rassemblement national par le truchement de l'IDR? Je crois qu'en tout cas, il sera nécessaire très rapidement que les partis de la droite et de la gauche républicaine clarifient ce que sont leurs orientations au moment où va progressivement s'installer un débat autour des prochaines échéances nationales. Il y aura des élections sénatoriales, puis les élections présidentielles. Très important que ces clarifications arrivent très rapidement. Le centre, quel avenir pour ce courant politique français? Doit-il être représenté en propre, si je puis dire, au premier tour de l'élection présidentielle française? Le centre, vous l'avez dit, c'est une famille politique très ancienne de la vie politique française. Et il devra présenter un projet devant les Français. C'est sa responsabilité historique, notamment dans un moment où des questions si fondamentales sont posées sur l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe, et dans un moment où des forces politiques se lèvent qui emportent avec elles des idées, des valeurs qui sont profondément contraires à ce qu'est l'ADN, à ce qu'est la vision que le centre a de la France et du monde. Et donc, c'est tout naturel pour cette famille politique que de présenter un projet. Pourriez-vous envisager une candidature commune avec la droite? Le préalable,
c'est que chacun puisse d'abord affirmer avec singularité et je dirais même radicalité son projet pour les Français. Pour citer les grands auteurs, quand on pense tous la même chose, cela veut dire qu'on ne pense plus rien. Et donc je crois qu'il y a d'abord une nécessité d'expression, et c'est pour ça que je le disais, pour partie de la gauche républicaine et de la droite républicaine, une clarification indispensable après certaines alliances qui ont été formées, certes au niveau local, nous dirons, certains voudront nous dire, mais qui ont une certaine portée et qui appellent une clarification urgente. Mais le préalable, c'est l'expression claire d'un projet, et puis ensuite, effectivement, un rassemblement pour gagner. Et cela signifiera qu'il faudra, sur la base de ces projets clairement exprimés, trouver les voies des convergences indispensables et nécessaires. Bien sûr. Je suis un fervent partisan du rassemblement, mais je n'ai jamais pensé que les primaires étaient un moyen efficace pour rassembler et pour gagner. Notamment parce que nous avons certes à rassembler des militants, mais étant donné l'importance de l'enjeu en 2027, nous avons rassemblé tous les Français. Le MoDem est-il affaibli par la défaite de François Bayrou à Pau ? François Bayrou l'a dit lui-même dans un moment de déception, pour lui-même comme pour ses compagnons de route dont je fais partie, c'est la démocratie et il faut la respecter. Je veux en même temps que je salue le bilan exceptionnel qui est celui de François Bayrou dans sa ville de Pau, qui s'est très largement redressé sous ses mandats, me réjouir de l'émergence d'une nouvelle génération de maires démocrates, de maires MoDem, qui, pour certains, ont conservé leur commune. Je pense à Vincent Chauvet, à Autun, en Saône-et-Loire. Je pense à Franck Longo, à Fontaine, en Isère, ou dans mon département, Jean-Baptiste Amonique, à Villepreux, dans les Yvelines. Et je pense aussi à des maires qui, dans des circonstances parfois difficiles, ont remporté pour la première fois l'écharpe de maire. C'est le cas d'Auguste Hoth, qui jusqu'à récemment était le président des Jeunes démocrates, qui a gagné, qui a été élu maire de sa commune de Rouffach. Je pense à mon ami Vincent Monnier, qui vient d'être élu à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, dans une commune de plus de 75 000 habitants. Le MoDem est-il néanmoins... Il a toujours été fortement incarné par François Bayrou. Le parti est-il affaibli par sa défaite à Pau ? Doit-il présenter en propre un candidat à la présidentielle, sachant qu'il a pu opter pour l'Alliance en 2017 ? Non, ça n'a rien à voir. Je le disais, on ne tire pas d'autres leçons que des leçons municipales d'un scrutin municipal. François Bayrou est président du MoDem. Circuler, il n'y a rien à voir. J'irai même plus loin. Et je dirais que vous connaissez François Bayrou. Il n'a jamais hésité à relever les défis les plus difficiles. Et cette déception ne l'empêchera en aucun cas de continuer à participer, comme il le fait depuis longtemps, à la vie démocratique du pays. J'ai entendu dire que les consuls d'Algérie avaient tous reçu maintenant leur accréditation du ministère de l'Intérieur pour recommencer, reprendre des auditions consulaires en vue d'appliquer, en tout cas les fameux OQTF, puissent reprendre leurs ressortissants qui sont en situation irrégulière. Pourriez-vous nous confirmer que effectivement les consuls algériens ont reçu leur accréditation et que ces auditions ont bel et bien repris? Et où est-ce qu'on en est de la coopération migratoire entre les deux pays? Parce que ça fait maintenant plus de 1 an que M. Mounez s'est rendu en Algérie. Est-ce que vous-même, vous avez en préparation un voyage à Alger? Vous l'avez dit, nous avons réengagé un dialogue exigeant sur le plan migratoire et sécuritaire avec l'Algérie. C'était l'objet du déplacement du ministre de l'Intérieur sur place, où nous avons
pu faire valoir un certain nombre d'attentes, et en particulier en matière de reconduite à la frontière des Algériens en situation irrégulière. Puisque vous le savez, et nous l'avons dit avec beaucoup de constance, en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, en matière de reconduite à la frontière des ressortissants algériens en situation irrégulière, nous avons besoin d'une coopération de la part des autorités algériennes. Dans ce cadre, il est nécessaire que les autorités consulaires algériennes en France puissent délivrer les laissez-passer consulaires permettant ces reconduites à la frontière. C'est ce à quoi le ministère de l'Intérieur a travaillé, en lien avec le ministère des Affaires étrangères. Nous voyons des premiers résultats se manifester. Il faut maintenant qu'ils se confirment et qu'ils s'amplifient. Mais du coup, est-ce que les consuls sont accrédités et est-ce que les auditions consulaires ont repris très concrètement? Est-ce qu'en termes de résultats après cette visite, est-ce qu'on est bien dans cette phase-là aujourd'hui? C'est tout à fait l'esprit de ce dialogue exigeant que nous avons avec les autorités algériennes, qui puissent disposer des agréments nécessaires pour pouvoir délivrer les laissez-passer consulaires. Nous voyons des premiers résultats, il faut qu'ils se confirment et qu'ils s'amplifient. Confirmer l'agrément des consuls. Craignez-vous l'irruption du dossier israélo-palestinien dans le débat présidentiel prochain? Je ne le crains pas, parce que pour ce qui nous concerne, nous avons une position très claire qui est fidèle à la ligne portée par les présidents français successifs depuis le général de Gaulle, qui est celle de deux États vivant côte à côte, respectés dans leurs droits et en paix et en sécurité. Nous refusons que le camp de la guerre ne l'emporte sur le camp de la paix, ce qui suppose que nous puissions rassembler, comme nous l'avons fait l'année dernière, toutes celles et ceux qui, en Palestine comme en Israël, croient à la possibilité de cette coexistence, sont prêts aux efforts courageux qu'elle suppose. Et nous aurons l'occasion, tout au long de cette année, de faire suite aux initiatives que nous avons portées l'année dernière pour donner autant de force que nécessaire à ce camp de la paix. Puisque cette question israélo-palestinienne, indépendamment du débat politique national, reste absolument centrale pour la paix et la stabilité au Proche et au Moyen-Orient à long terme, Proche et Moyen-Orient qui n'est ni plus ni moins que notre voisinage immédiat.